Fidèles téléspectateurs, merci de nous recevoir chez vous. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. L'on se souvient, il y a de cela 2 mois, la coordination de lutte contre Ebola avait promis de finir avec l'épidémie en 60 jours. Où en est-on avec cette proposition? Que devons-nous faire pour y arriver? Beaucoup de questions qu'on se pose dans ce numéro du jour. Et pour aider à trouver des réponses, nous avons invité sur ce plateau de terrain d'entente M. Fodetas Silla, il est le responsable de la communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Aussi, Mme Yansane Fatou Baldé, elle est la présidente de l'ONG COFEL. Entendez par là la coalition des femmes leaders. Pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, je reçois Antoine Kourouma, il est journaliste à la télévision Espace. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir acceptés chez vous. Antoine, la première question. 60 jours, 0 Ebola. Où en est-on? On a renversé notre slogan, c'est 0 Ebola en 60 jours. Nous avons donc étalé un programme qui se déroule jusqu'au 10 mars. Je crois que nous avons déjà parcouru la moitié. Nous avons envoyé des missions pour renforcer nos équipes préfectorales. C'est ce qu'on appelle la stratégie des états-majors avancés. Au lieu de rester à Conakry, donner des directives, nous nous sommes déplacés en tant qu'unité, aller nous installer à côté de nos coordinations, comprendre leurs problèmes, trouver des solutions. Ces missions sont rentrées. Et il y a une semaine, la seconde vague des missions est partie là pour faire l'état des lieux des micro-plans élaborés sur place. Ces missions rentrent ce week-end, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que l'épidémie est sur une pente qui nous rassure. Ça veut dire que nous, à la coordination nationale de lutte contre Ebola, nous pensons pouvoir contrôler cette épidémie d'ici le 10 mars, parce que là, il ne faut pas se tromper sur les termes. Les termes éradiquer, en venir, bon, ça peut tromper des fois. Pour vous, le terme penser pouvoir est le mieux approprié? Non, contrôler l'épidémie. Contrôler l'épidémie veut dire quoi? Maîtriser la chaîne de contamination, la couper. Faire le traçage de tous les contacts, toutes les personnes qui sont entrées en contact avec des gens victimes ou affectés d'Ebola. Essayer de stopper les transferts des corps d'une localité à une autre. Essayer de maîtriser les rites funéraires pour que les gens ne se contaminent pas. Madame Yansane, elle a été aussi très active sur terrain dans le cadre de la lutte contre Ebola. Où en est-on de votre côté? Je pense que nous continuons le travail sur le terrain. Et vous savez, à un moment donné, il fallait recadrer la communication, il fallait recentrer la sensibilisation. Aujourd'hui, nous travaillons sur une dynamique. C'est d'abord d'expliquer aux populations rurales que le premier lieu où on doit se rendre quand on est malade, c'est l'hôpital. Il n'y a pas de raison que l'hôpital, qui a toujours été le recours du malade, devienne le mouroir du malade de façon subite. On a dit que ça, ce n'est pas possible. Aussi, on leur explique de façon très très simple qu'un médecin n'est pas là pour tuer. Nous sommes même parvenus à traduire le serment d'Hippocrate dans les langues locales pour leur expliquer qu'un médecin, avant de commencer à soigner, jure. C'est ce qui explique, par exemple, quand un médecin assiste à la mort de quelqu'un, il ne sortira jamais pour expliquer comment ça s'est passé. Il ne va jamais expliquer comment le corps était, parce qu'il a juré de garder le secret dans l'exercice de ses fonctions. Aussi, on a développé des communications expliquant que aucune personne n'a intérêt à aller tuer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que pour tuer, il faut avoir un mobile.
Comment quelqu'un qui est médecin, qui a un salaire, qui est dans une voiture, va prendre son essence, brûler jusqu'à aller trouver un pauvre paysan qui a déjà du mal à joindre les deux bouts, à plus forte raison manger, le tuer pour le tuer? Non, en le tuant, il faudrait bien qu'en contrepartie, il récupère quelque chose, soit votre épouse, soit votre argent ou vos biens immobiliers. D'accord, donc si vous permettez, on a essayé aussi de poser la même question à certains citoyens qu'on a rencontrés. Je vous invite donc à suivre leur réaction et on se reprend juste après. Silla Mohamed Lamine, étudiant sortant de l'Institut supérieur des arts de Guinée. La population n'est pas informée, la communication ne passe pas. Donc bonjour, quand on se rend dans les familles pour pomper ou sensibiliser des gens sans les informer, ça pose problème. Nos parents des villages ne sont pas instruits, ne connaissent pas A. Donc si tu te présentes devant eux, bonjour, avec des seringues ou bien des trucs de pompe, vraiment tu ne te feras pas comprendre. Et certains sont morts dans ça. Aujourd'hui, il y a de ces décès, il y a de ces cadavres qu'on enterre difficilement. À chaque fois, la population et la coordination ne s'entendent pas, c'est des troubles, c'est des menaces. Bon, on ne comprend rien. Diallo Matsaliou, étudiant diplômé à l'université de Cancan. Le gros des problèmes, d'abord, c'est la réticence. D'après moi, c'est les méthodes qui sont appliquées qui ne sont pas du tout fiables. Ils devraient normalement, dans les villages par exemple, comme ceux-ci ne sont pas trop adaptés, ils devraient partir là-bas, aller de porte en porte, même les gens même qui résident dans les localités, en tout cas les faire impliquer pour faire comprendre à la population à la base que la maladie Ebola vraiment est une maladie qui n'est pas bonne. La communication à ce niveau, il y a une défaillance. Il y a une défaillance. Surtout que quand on dit là où les gens parlent là pour pulvériser, chaque fois il y a la pulvérisation, il y a des décès. Donc cela amène la population à ne pas même croire. Certains ne croient même pas à l'existence d'Ebola. Séni Marceline Loua. Je pense que le message ne passe pas bien. Au fait, ils ne parviennent pas à faire ce qu'on leur demande. Donc, compte tenu de tout ça, il faut vraiment qu'on fasse un renfort pour que le message puisse bien passer. Monsieur Kamara Ismaël, mes impressions sont vraiment mitigées. C'est le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre réellement la gravité de la maladie. Il y a certaines personnes vraiment qui refusent catégoriquement de croire l'existence de cette maladie à virus Ebola. Mais pour ce qui est de la coordination, vraiment ils doivent mener des actions cohérentes pour pouvoir pousser à la population à accepter vraiment l'existence de cette maladie à virus Ebola. Je ne dis pas que la coordination ne joue pas bien ce rôle, mais il y a des insuffisances dans ce qu'ils sont en train de faire comme travail. Quand je prends des exemples des différentes manifestations qui sont passées dans les écoles, dans les différents quartiers, je pense que les gens ne sont pas bien informés. Je m'appelle Omarouta. La coordination, ça ne joue pas son rôle. Il y a de l'intérieur qui n'est pas bien informé, peut-être tous les Guinéens. Voilà, donc on vient ensemble de suivre la réaction de certains citoyens que nous avons rencontrés par rapport à la riposte à Ebola sur terrain. Antoine? On peut en quelques mots résumer les propos de ces citoyens en disant quoi, par exemple? La communication, la défaillance. Oui, la communication n'a pas marché, c'est la litanie à la mode, c'est une bande rayée. Vous répondez quoi à tout cela? On pouvait dire au mois d'avril 2014, la communication n'a pas marché. On l'aurait répété au mois de juin que j'aurais un peu écouté. Lorsque après un an, parce que le mois de mars c'est bientôt, tous les artistes ont chanté Ebola. Tellement chanté Ebola qu'il y a une grande actrice, Aïcha Kone, qui finit par dire Ebola, tu n'as pas honte. Tellement on a chanté sur toutes les radios, toutes les télé. Tous les imams ont repris ce terme dans toutes les mosquées. Et apparemment, c'est insuffisant pour la population bénéficiaire. On a repris ça devant les loyers. Les ONG se sont déplacées porte à porte dans tous les villages.
Nos partenaires diffusent, ceux qui lisent, lisent, ceux qui écoutent, écoutent. Et la communication est largement suffisante. Non, c'est l'overdose de communication. Je vais vous dire une chose et je le répète ici. Nous ne sommes pas dans l'épidémie d'Ebola maintenant. Nous sommes dans l'épidémie de la réticence, de la négation, du déni, du refus catégorique de croire ce qu'on sait parfaitement. Pourquoi quand on dit il y a un mort là-bas, pourquoi tout le monde fuit? Oui, mais c'est leur avis, il faut respecter l'avis des citoyens. Exactement. Ça veut dire que j'aurais souhaité qu'on passe à autre chose. On a déjà plus de 2000 morts. D'accord. Fatou Baldé, vous avez suivi avec attention les propos de ces citoyens. Vous n'êtes pas membre du comité de réponse, mais vous êtes président d'ONG. Vous pensez quoi de ces propos des citoyens? Est-ce que d'après vous, la communication a été largement suffisante ou défaillante? Ce n'est pas aujourd'hui la communication qui fait défaut, c'est la méthode qui change. Personnellement, j'ai eu à faire un plaidoyer au niveau de la Croix-Rouge. Je dis, nous sommes un pays très croyant. Qu'on soit catholique ou musulman ou protestant, nous sommes à 98% croyants. Et dans toutes les religions monothéistes, le linceul, il est blanc. Veuillez à commander toujours les sacs mortuaires dans la couleur blanche. Ça atténue un peu le chagrin. Lorsque tu viens dans un sac noir, tu prends une personne par exemple, tu la mets et tu fermes. Le noir par exemple pour un musulman, c'est impensable que quelqu'un soit enterré dans un sac caoutchouc noir. C'est trop compliqué. Oui. Renchérir un peu, Fouletas parlait tout de suite de l'épidémie de résistance à Ebola, de l'ébolaphobie, si on peut l'appeler comme cela. Oui. À votre avis, oui. Est-ce que c'est dans ce stade nous sommes aujourd'hui? Nous sommes à ce stade. Pourquoi? D'abord, vous savez, pour qui connaît l'histoire sanitaire de ce pays, les réticences ne commencent pas aujourd'hui. Quand le VIH est venu, on avait un taux de séroprévalence très élevé. Les coutumes, par exemple, quand c'est le grand frère décède, c'est le petit frère qui hérite des épouses, a décimé des villages tout entiers. Les soldats qui sont allés à l'Ecomog, à l'UNAMSIL, sont revenus infectés. Ils ont infecté leur famille. Vous comprenez? Et les gens ils ne croyaient pas. C'était impensable de leur dire qu'il y a une maladie qui se transmet comme le sida se transmet. Maintenant, Ebola se trouve dans ce même cas de figure. C'est-à-dire que l'histoire sanitaire de la Guinée a toujours montré des réticences par rapport à des épidémies à un moment donné. Ça veut dire, maintenant, pourquoi est-ce que le cas Ebola c'est dangereux? C'est parce que la propagation du virus se fait à la vitesse de l'éclair, pendant que la sensibilisation va au pas de caméléon. Parce que vous avez beau être performant, vous ne pouvez pas, moi ma parole ne peut pas avoir la même vitesse que la lumière. Même en physique, le son et la lumière n'ont pas la même vitesse. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que cela ne voudrait pas dire que la campagne de sensibilisation aussi n'est pas bien faite? C'est le porteur de la communication qui n'a pas su restituer ce qu'il doit restituer. Par rapport à la relation qu'il y a ou au lien entre vous et les ONG, comment ça se fait? À mon arrivée à la coordination nationale, j'ai trouvé d'abord une sacrée pagaille en ce qu'il est de ces ONG. J'ai trouvé qu'il y avait dans ce pays une habitude où des ONG sacoches étaient là, reniflant. Sacoche. Pour ceux qui nous suivent. Pas de bureau, le seul bureau c'est dans le cartable, les membres c'est sur une feuille qui est dans un cartable. Les ONG non crédibles alors? Qui n'existent même pas. Aujourd'hui quand vous allez dans mes archives, vous trouverez 277 ONG qui sont là avec des débits de 14 milliards pour sensibiliser toute la Guinée, 12 milliards, 600 millions, vous trouverez 300 millions, le plus bas mot c'est 32 millions. Quand nous sommes venus à la coordination nationale à partir de septembre, le 8 septembre 2014, nous avions déjà à l'oreille que le secrétaire général des Nations Unies et tout son staff avaient fini par reconnaître quand ce qu'il y a des catastrophes, comme des séismes, les tremblements de terre, les tsunamis, nous avions l'expérience. En ce qu'il est des épidémies ciblées dans des hameaux, sur des petites terres géographiques,
on avait l'expérience dans ce monde, et l'ONU et tous les gouvernements. Mais pour la première fois qu'une épidémie d'Ebola s'attaque à des capitales et à 3 pays à la fois, ni les Nations Unies, ni aucun spécialiste sur cette planète ne peut lever de doigt qu'il s'y connaisse. On est là à expérimenter. C'est pourquoi j'ai commencé par dire nous sortirons de notre habitude de chercher des coupables. D'accord, on a compris l'histoire. On parle de vos relations avec les ONG. Il y a Madame de la COFEL qui est là. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre vous? Est-ce que vous financez les projets qu'elles vous soumettent? Comment ça se passe? Les ONG sont financées par nos partenaires. C'est-à-dire les partenaires? C'est-à-dire, la COFEL par exemple a des partenaires qui sont venus de la Guinée, qui participent à son financement pour ses activités. Mais au niveau de la coordination nationale, depuis notre arrivée, nous avons financé une première vague au moment où on venait d'arriver et qu'on essayait de savoir en fait qu'est-ce qui se passait. Mais je ne crois pas qu'on ait encore signé maintenant des financements pour une ONG. Je crois que la COFEL... La COFEL Oui, j'allais vous poser la question. Comment vous le faites? Nous nous autofinançons. À force de diffuser sur les réseaux sociaux toutes ces activités, des Guinéens volontaires qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, on dit voilà au moins une ONG qui rend compte de façon fidèle de ce qu'elle a fait de l'argent qu'on lui a donné. Je crois qu'on peut lui faire confiance. C'est ainsi que la diaspora des États-Unis, les Guinéens nous ont apporté du matériel. Ensuite, ceux donc du Maryland et de la Floride, la communauté guinéenne au Royaume-Uni, la communauté guinéenne en Italie, la communauté guinéenne de Valence, c'est en France, et la marine marchande, comme on appelle la Banque centrale, et même des personnalités, l'ancien ministre Mahmoud Tcham, des personnes qui nous ont fait confiance et qui nous ont suffisamment dotés, et on s'est déployé sur le terrain pour faire la sensibilisation. D'accord. Et à vous entendre, vous n'avez fait mention aucunement nulle part de la coordination nationale. Ça signifie quoi? En fait, voilà. Bon, si vous voulez, nous ne sommes pas allés à la coordination parce que, vous savez, nous on avait une urgence, on savait que l'urgence était sur le terrain. Lorsque la coordination a été mise en place, c'était devenu comme une caisse. La coordination était devenue comme une caisse de crédit. Toutes les ONG sont allées s'agripper là-bas pour attendre des financements. On s'est dit, mais écoutez, avant que la coordination ne soit mise en place, on était là, on travaillait. Pour nous, Grand Tasse a toujours suivi nos activités, il a apprécié, il a encouragé et ainsi de suite. On s'est dit, ils sauront faire la différence entre les ONG opportunistes et les ONG sérieuses. Peut-être qu'un jour la coordination nous fera appel pour nous dire, écoutez, vous méritez qu'on vous appuie. Et par finir même, à chaque fois qu'on recevait un don, on partait carrément à la communication hebdomadaire de la coordination pour qu'officiellement on nous remette, pour que les gens sachent qu'il y a des Guinéens, il y a d'autres personnes qui aident sans attendre des subventions. Il en est témoin aussi. Bon, le jour n'est pas encore arrivé. On espère qu'il arrivera. Nous ne faisons pas de cela un problème parce que nous travaillons de façon honnête et sincère. Nous voulons que Ebola soit éradiqué. Est-ce un refus d'aider les ONG comme la COFEL? Non, je ne voulais pas qu'on parle de refus, mais plutôt de ce qu'on peut faire, de ce que la coordination peut faire maintenant pour une ONG comme ça, qui évolue sur le terrain. Cet appui aux ONG n'est plus de la stratégie de la coordination nationale de riposte à Ebola. Et pourquoi? Parce que nous sommes maintenant au niveau des comités de veille. Qu'est-ce que nous appelons comité de veille? Ce citoyen du village, né au village, résident au village, reconnu par le village, désigné pour appartenir à un comité de sentinelle sanitaire du village, qui nous ouvre le village lorsque nous voulons y intervenir, qui nous signale lorsque un étranger malade est rentré, qui conseille aux gens de ne pas cacher les malades, qui conseille de ne pas enterrer les morts et de ne pas organiser des rites funéraires. Celui-là, le religieux, la représentante des femmes,
le représentant des jeunes, le guérisseur du village. C'est ça nous appelons le comité villageois de veille, CVV. C'est la nouvelle stratégie qui met deux côtés. Puisque nous avons essayé cette stratégie, nous sommes dans une dynamique qui évolue. Nous avons essayé cette stratégie quand nous étions comité interministériel. Nous avons compris que ça n'a pas arrêté le nombre de morts d'évoluer. Ça n'a pas arrêté la propagation de la maladie. Certaines ONG s'accrochent. On salue toute la lignée des ONG qui, en fait, servaient la nation et servaient la cause. Des ONG se sont infiltrées et ont voulu faire de cette affaire Ebola ce que vous appelez Ebola. Ebola business. Nous avons donc trouvé que c'est celui qui est au village connu et reconnu, attendu dans son village, non pas avec des coupes-coupes ou des malédictions, mais par des bénédictions. C'est aujourd'hui la nouvelle stratégie, et c'est cette stratégie qui est dans notre stratégie zéro Ebola. Ok, vous pensez disposer d'un personnel suffisant pour... Ça n'empêche. Mais il y a des fonds qui sont alloués à la Guinée pour lutter contre Ebola tout de même. Les partenaires étrangers, même à l'interne, beaucoup ont mis la main à la poche pour qu'on puisse lutter contre Ebola. Donc ces fonds-là doivent être utilisés normalement dans ce sens. Je réponds. Allez-y. La question vous est posée. Allez-y. Comme vous voulez. Le centre de traitement de Donka sort 120 repas par jour. Nous avons près de 300 véhicules sur le territoire qui circulent. Nous avons combien de personnel, agents de santé, agents de traitement qui circulent sur ce territoire. Nous avons 41 postes frontaliers avec des agents qui surveillent. C'est une grosse machine, ce que vous appelez coordination nationale. Donc tous ces fonds sont utilisés pour ce que vous avez cité. Lorsque... Il n'y a pas d'argent pour ceux-là qui viennent en appui au comité de riposte. Non. C'est-à-dire la question est mal posée. Pas du tout. Il n'y a pas à prendre à donner, quoi. C'est ce que vous voulez dire élémentairement. Je veux dire quelque chose. Dans le cas d'Ebola, je suis très mal à l'aise quand on commence à parler de fonds. Vous savez pourquoi? Je suis à 2000 morts. À 2000 morts. Quand on descend ces détails, ça banalise pour moi le débat. C'est aussi un moyen pour la lutte contre Ebola. Nous avons la chance de travailler avec le système des Nations Unies sur des questions de citoyenneté, de civisme, de promotion de leadership féminin. Il n'y a pas une région où nous n'avons pas de points focaux. Quand vous prenez le cas de Forêt-Caria, les 9 sous-préfectures de Forêt-Caria, la COFEL a une cellule qui comporte au minimum 2 membres. Au minimum. La région de Kindia, la région de Bokeh, c'est-à-dire que toute la basse et la moyenne Guinée, nous avons nos représentants. Nous leur avons dit, vous allez à 2-2-2, dans chaque sous-préfecture, vous vous joignez au président de district ou au maire local ou au sous-préfet, avec des fiches. Quand un étranger rentre dans la cité, notez son nom, son numéro de téléphone, d'où il vient, quand est-ce qu'il est venu, et puis vous gardez. Et moi, ma coalition est membre du CNOSC, le Conseil national des organisations de la société civile. De façon régulière, on nous remontait tout ça. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons nos comités de veille. Quand il m'arrive de me déplacer pour aller vers Forêt-Caria, que je fais très souvent d'ailleurs à l'AIA, je rencontre les comités de veille installés par la coordination. Mais puisque la plupart de ces membres de comités de veille sont issus de ma famille, c'est moi-même qui les encourage. Quand ils viennent, nous sommes là, nous n'arrivons pas à travailler. Je vais vous donner une anecdote. La dernière fois, pour qu'ils puissent mobiliser les jeunes et parler, ils avaient besoin de ballons, ils avaient besoin de maillots, de foot. À la limite, j'ai dit, je vais leur donner pourvu qu'ils fassent le travail. Parce qu'ils sont payés pour ça. D'accord, évoluons alors. Le produit expérimental qui a été testé récemment, je crois qu'il est japonais, Kikedou. C'est quoi les résultats à ce niveau? Est-ce que c'est ce qui a permis qu'on ait de malades d'Ebola à Vikedou, Macenta? Comment les guérisons rapides ont été effectuées dans ces lieux? C'est un antiviral qui a été autorisé en mars 2014.
La stratégie qui a fait qu'il n'y a plus de cas d'Ebola à Macenta, à Gekedou, n'est pas la stratégie thérapeutique. C'est la stratégie de sensibilisation et de mobilisation sociale, d'ouverture des villages où des malades étaient cachés, par la participation des ressortissants. Ça signifie que beaucoup de personnes ont été guéries d'Ebola. Que beaucoup de personnes sont en train de guérir d'Ebola à partir de ce médicament. Combien sont guéris maintenant? Et déjà à Gekedou, on n'avait pas atteint 40 personnes quand les malades sont finis à Gekedou. C'est pourquoi l'expérimentation continue à Koya et on essaie de l'introduire à Donka pour que le nombre de guéris soit atteint et qu'on atteste effectivement que ce produit est un produit contre le virus Ebola. Une question, il y a une situation qui a beaucoup surpris les gens. En forêt par exemple, on se souvient du cas Momei qui reste encore gravé dans les mémoires, Gekedou qui était presque l'épicentre Macenta. Dans tous ces lieux, il n'y a plus Ebola, on n'en parle plus. Mais en Basse-Côte, où nous sommes, surtout dans les villes comme Forikaria et autres, on parle encore d'Ebola et de cas de résistance. Quelle explication à cela? Comment peut-on expliquer cela? Nous disons que l'épidémie a migré, parce que l'épicentre c'était Gekedou, chacun le sait, et le rayon c'était la Guinée forestière. La sensibilisation, la mobilisation, votre mobilisation, ma mobilisation, la mobilisation des ressortissants, de tout ce qu'il y a comme leader d'opinion de ces localités, cette sensibilisation a permis d'arrêter le virus en Guinée forestière. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous basons pas sur la dimension thérapeutique, dire que c'est le soin qui élimine Ebola. Je crois qu'on va maintenant passer à la proposition de solutions pour éviter ces réticences sur terrain. Je voudrais d'abord écouter Chef Tass en premier lieu, parce que c'est le plus indiqué, voilà, pour respecter vraiment ces 60 jours, comme vous l'avez si bien dit dans le slogan. Le message que je passe aux Guinéens, c'est de ne plus chercher qui est responsable de quoi. Il y a déjà tant de morts. C'est de ne plus chercher si la chauve-souris a l'aile rouge ou bleue. C'est le nombre de morts qui augmente. En ce moment précis où je m'adresse à cette nation, c'est d'être chacun profondément, sincèrement, honnêtement, consciencieusement, sentinelle, sinon de sa nation, s'il ne l'aime pas, au moins de sa région. Et s'il ne l'aime pas, au moins de son quartier. Et s'il ne l'aime pas, au moins de sa maison. Et s'il n'aime pas sa maison, au moins de son époux qu'il a approché, de ses enfants qu'il a mis au monde. Parce que, dans le cas de Ebola, quand vous prononcez une phrase qui fait que le malade baisse le bras, se cache ou n'arrive pas à l'hôpital, vous êtes un criminel, vous êtes en train de tuer. Aucun mot n'est innocent dans cette bataille. Aucune attitude n'est innocente. Il faut en parler avec toute la responsabilité parce que nous sommes à plus de 2000 morts. Je crois qu'on l'a largement écouté. On va aussi passer la parole à Mme Yansane. On sait qu'il y a de nouveaux foyers vers la Basse-Côte, une zone que vous avez vraiment sillonnée pendant des mois. Donc dites-nous aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut concrètement pour éviter les réticences. À chaque fois que Ebola se déclare dans un petit village au niveau de la région de la Moyenne-Guinée, c'est le temps de 21 jours d'incubation des traces suivies. On stoppe l'évolution. Pourquoi? Premièrement, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est des populations qui se soumettent beaucoup aux instructions des autorités. C'est des gens qui ont peut-être ancré en eux l'esprit civique que quand le chef parle, il faut écouter. D'accord. Madame Yansane, qu'est-ce qu'il faut concrètement? C'est le plus important aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous dire, quand Ebola est venu à Fatako, on a pris le téléphone, on l'a chargé suffisamment. On l'a collé au mégaphone de la mosquée. Après la prière, on leur a expliqué c'est quoi Ebola, comment ça se transmet, comment il faut traiter les personnes qui sont
décédés et comment, c'est quoi l'incubation, le suivi des contacts de 21 jours. Je vous assure que le lendemain, toute la communauté s'est décidée à donner à manger aux 33 cas de contact isolés. Ils préparaient, ils venaient, ils déposent à leur entrée de porte et ils retournaient. Et on leur disait, une fois qu'ils sont sortis de là, vous n'avez plus à les craindre. Ça veut dire que moi, vous, lui, chaque jour vous prenez 5000 francs. Aujourd'hui, l'appel coûte, c'est moins de 500 francs la minute, ça vous fait 10 minutes. En 10 minutes, vous savez beaucoup parler. Appelez au village, dites-leur de mettre le haut-parleur, parlez. Tout ce que vous savez, comment lutter contre Ebola, comment rompre la chaîne de transmission, comment se comporter face à un cas suspect, comment accéder aux services de soins, aux services de la Croix-Rouge, où se trouve le centre, le CTE le plus proche de là où ils sont. C'est le seul médicament. Merci beaucoup. C'est donc votre émission Terrain d'entente. Aujourd'hui, on a parlé de la communication autour d'Ebola. Il y avait sur ce plateau de Terrain d'entente M. Fodetas Silla, il est le responsable de la communication de la coordination nationale de lutte contre Ebola. Aussi, Mme Yansane Fatou Baldé, elle est la présidente de l'ONG COFEL, entendez par là la coalition des femmes leaders. Était ici pour animer cette émission avec moi, Antoine Kourouma, et le journaliste à Espace TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir reçus chez vous. Et la seule recommandation issue de cette émission, ensemble, luttons contre Ebola. Merci une fois encore et à très bientôt.